Surprise des historiens modernes, la restauration se fit sans difficulté et, sauf dans le Midi, sans trouble. Dans le Midi, il y en avait beaucoup massacrés de catholiques et de royalistes, et l'esprit de vengeance, hélas, le général. Bien. Quoi qu'il en soit, la restauration se fit facilement, et pour expliquer ce fait scandaleux, les historiens contemporains disent, et dès cette époque-là, que la restauration rentra dans les fourgons de l'étranger. Ceci est absolument faux. L'étranger, c'était l'empereur de Russie, qui détestait les Bourbons. Depuis que le régent avait refusé une alliance avec Pierre le Grand, les relations entre la famille impériale de Russie et les Bourbons étaient froides comme les glaces du Nord. Et Alexandre n'aimait pas Louis XVIII, qu'il avait chassé de son empire. Le roi de Prusse, qui n'était pas intelligent, mais qui était prussien, conservait la tradition de Frédéric II, qui détestait les Bourbons. L'empereur d'Autriche n'avait pas de haine contre les Bourbons, mais il aurait beaucoup mieux aimé que le trône de France allât à son petit-fils, le duc de Reichstag, tout en reconnaissant que sa fille, Marie-Louise, n'était pas très maligne, ni très digne. Le seul souverain qui eut quelques bonnes grâces pour la France était le roi d'Angleterre, ou plutôt le régent Georges IV. Georges IV était un homme curieux, mais qui avait l'esprit chevaleresque, qui avait été très impressionné par la dignité des prêtres et des évêques français en Angleterre, qui avait reçu avec beaucoup de bonté les nobles français réfugiés, qui en somme, lui, par son gouvernement, était favorable, ainsi que le duc de Wellington qui commandait l'armée anglaise. C'est du reste pour cela que les premières manifestations favorables à la monarchie sont produites dans le Midi, là où l'armée anglaise avançait. Naturellement, ce qui a grandement facilité la restauration, ça a d'abord été le ralliement des pourris. Pourquoi les pourris se sont-ils ralliés? Pas par amour, mais parce qu'ils voyaient bien qu'en 1914, pour l'immense masse des Français, la République, c'était des massacres à l'intérieur. Pour l'immense masse des Français, l'Empire, c'était des massacres à l'extérieur. Et que seule la monarchie donnait l'espoir et la garantie d'une évolution sans trop de sang et d'une stabilité sans guerre. Donc ce fut un mouvement populaire. Mais ce fut aussi un mouvement qui fut très facilité, très adroitement facilité, par une société secrète catholique dont on a très peu parlé et dont j'ai à peine moi-même la permission de parler. Cette société secrète avait été fondée par Anne Ferdinand Louis de Berthier de Sauvigny, qui était le 9e fils de l'intendant assassiné le 14 juillet 1989. Il était né en 1782. Il avait la haine des Orléans, des Bonaparte et de la maçonnerie. Il avait eu le courage de se faire associer à la loge olympique pour savoir ce que c'était. Il en était sorti avec un dégoût qu'il n'avait jamais dominé. En 1910, il avait donc fondé une société très secrète, qui était catholique et monarchiste et qu'il s'appelait les Chevaliers de la Foi. Par tous les moyens, il combattait la Révolution, la franc-maçonnerie. Cette formation avait quelques racines profondes et anciennes dans les instituts philanthropiques que M. Dandré avait fondés en 1795-16 pour canaliser et cristalliser la majorité de droite monarchiste sous le directoire, mais cette chose avait été brisée. Alors M. de Berthier travaillait avec le plus grand secret et il réussit ainsi d'abord à lutter pour le Saint-Père au moment de la crise, et ensuite à créer toute une série de filiales monarchiques, surtout dans le sud-ouest. Sa société avait des ramifications hors de France, en Espagne et au Piémont, et aussi
elle était constituée un peu comme la maçonnerie. Il y avait des associés de charité, des écuyers et des chevaliers. Et ils en connaissaient les uns aux autres en s'appelant frères, en s'appelant amis. Il y avait les groupes étaient des bannières, il y avait des conseils de bannières, puis il y avait un conseil supérieur de 9 membres. Et le grand maître était le comte Mathieu de Montmorency. L'ordre avait pour objectif de lutter pour le catholicisme et aussi de lutter pour la monarchie. Le travail qu'ils firent fut considérable. Et à partir de 1914, Louis XVIII essaya de se servir d'eux. C'est eux, en effet, qui très adroitement préparèrent l'entrée du représentant de Louis XVIII à Toulouse, où il fut accueilli avec transport, à Bordeaux, où il fut accueilli avec transport, ce qui permit au roi d'Angleterre et à Wellington de dire aux autres souverains, aucun doute, la France veut les Bourbons. En même temps, ce furent eux qui organisèrent une grande cavalcade dans Paris, au moment où les Alliés entraient dans Paris, pour leur montrer le drapeau blanc qu'ils n'avaient plus vu et pour faire acclamer par la foule le drapeau blanc. Donc, cette société, vous le voyez, a su agir au moment critique extrêmement bien et extrêmement intelligemment. Elle avait quelques ramifications avec la congrégation de Lyon et elle en avait aussi quelques-unes avec l'AA, car les prêtres de l'AA étaient en général ses aumôniers. Malheureusement, M. de Montmorency était beaucoup plus zélé qu'il n'était intelligent. Et il perdit le contrôle de la société en 1826, et la société perdit à ce moment-là à peu près toute sa valeur spirituelle et par conséquent toute sa valeur humaine. Ceci dit, vous le voyez, il y a donc eu à ce moment-là une cristallisation royaliste et catholique qui a eu une importance énorme. Et le mouvement populaire portait vers la monarchie, à tel point que Napoléon manqua à être lynché quand il traversa le midi de la France, le sud-ouest, sud-est. Constatant cela, le Grand Orient se conduisit comme il se conduit toujours dans pareil cas. Quand il y a une vague d'opinion, les loges, ou du moins le Grand Orient, enfourchent cette vague et se mettent à chanter « Alléluia, vive le vainqueur ». Je vais vous en donner quelques idées et vous allez voir à quel point cela est comique. Je parle du Grand Orient, parce qu'il ne faut pas ici confondre ce que j'appelle l'armature du Grand Orient, après toutes les précautions pour être bien avec Louis XVIII. Le Grand Orient commença à faire des loges. Toutes les loges furent invitées à acclamer le roi. On célébra le retour des Bourbons et le Grand Orient, le 24 juin, salua l'entrée au pouvoir du roi en l'appelant Louis le Désiré. Toute une série de cérémonies se succédèrent. Par exemple, les maçons firent une souscription pour une statue de Henri IV, ils donnèrent 5000 francs. Bien. Ensuite, ils firent chanter des cantiques qui célébraient le 1814. Ô jour fortuné, jour prospère, par tes rayons mystérieux, les vrais enfants de la lumière, tu viens enfin combler les vœux à notre roi, rendons hommage. C'est notre père, c'est un sage, autant chéri que respecté, que sa mémoire d'âge en âge vive dans la postérité. Voyez donc qu'ils en mettaient un coup, et pour vous montrer que ce coup était vraiment quelque chose d'impressionnant, voilà. Pour la première fois à Paris, le Grand Orient parada dans les rues en uniforme, 8 jours après l'entrée de Louis XVIII dans Paris, et ce fut en acclamant le roi. Quand Louis XVIII mourut, le 16 septembre 24, la pompe funèbre fut célébrée au Grand Orient avec un faste qu'on n'avait jamais vu. Le procès-verbal de cette séance raconte que lorsque les maçons sont arrivés au tertre funéraire, après le défilé du cortège, l'illustre et honorable frère Roitier de Montalot, représentant particulier du souverain grand maître, dit
Frères, commissaires, approchez-vous alors de l'Orient. Venez recevoir les insignes de Sa Majesté Louis XVIII, roi de France et de Navarre, auguste protecteur de l'ordre. Il s'agissait des insignes royaux. L'illustre président, après avoir fait le tour de ses notaphes, prit des mains des experts les insignes de leur royauté et les déposa les uns après les autres au pied de la colonne. Il dit: les lugubres emblèmes suspendus aux voûtes de l'Orient et les insignes royaux que nous déposons sur cette colonne funéraire rappellent à nos cœurs le douloureux souvenir de la perte du meilleur des rois dont la haute sagesse protégeant l'ordre maçonnique. Ensuite, on écoute un chant funèbre du frère Bouilly, ensuite des paroles du frère Chénier, ensuite des stances élégiaques sur la mort de Louis XVIII par le frère Langlacé, et voilà la dernière. Oui, les jours glorieux de la maçonnerie, dus au roi vénéré que pleure la patrie, renaîtront sous un prince, ami des malheureux. Il encouragea nos travaux généreux. Au milieu des sanglots que le trépas d'un frère arrache à tous les cœurs, les vœux de notre amour pour son règne prospère charmeront ses douleurs. Puis le président déclara: grand architecte de l'univers, toi le maître des maîtres, le régulateur et le point géométrique de toutes les perfections, vous voyez que c'est comme ça qu'on parle à Dieu, ma soeur, permet qu'après avoir rendu nos pieux hommages, nous payons à la glorieuse mémoire de notre auguste monarque le tribut de nos respects et de nos reconnaissances. Que l'encens que nous allons t'offrir pour lui s'élève jusqu'au pied de ton trône éternel. Donc, vous voyez, après avoir beaucoup pleuré, on continue à pleurer, on dit gémissons, gémissons, gémissons. Puis après ça, il y a eu un deuxième chant funèbre, on a fait passer le tronc des pauvres, pendant qu'il y avait une symphonie, puis un grand coup de tam-tam annonça la fin de la cérémonie, et tout le monde alla boire. C'était, vous le voyez, une très noble et belle cérémonie. Et le roi Louis XVIII, alors, a été soupçonné d'être maçon. Le roi Louis XVIII était un curieux homme. Comme petit garçon, il était joli comme un ange, et son grand-père, Louis XV, le préférait. Et comme son frère aîné, Berry, était malade, myope, moins vif d'esprit, tous les courtisans disaient: c'est Provence qui va régner. Seulement quand est arrivé le tournant critique où les garçons se transforment, Provence est devenue... Et Berry a vécu. Berry a vécu, est devenu roi, et Provence a épousé, si j'ose dire, une princesse de Savoie qui aurait fait reculer un nègre altéré de charnalité, et en sorte que le résultat de cette union fut nul. Comme les courtisans s'en étonnaient, Louis XVIII, qui ne manquait pas d'esprit, disait: oh, messieurs, chaque matin, elle peut espérer. Bien. Mais elle n'espérait pas le soir, évidemment. Donc, il fut animé d'une jalousie féroce contre Louis XVI et contre Marie-Antoinette. Toute la politique secrète du comte de Provence fut de contrecarrer les visées de son frère, dans toutes les occasions graves. Il prit même des décisions beaucoup plus graves que ça, qu'il avoue dans un papier déposé chez son ami le comte de Blacas, qui se trouve encore au château d'Ussé. Il fit une propagande ignoble contre Marie-Antoinette. Il paya des pamphlets malpropres qui furent imprimés en Angleterre et qui furent répandus en France. L'un de ces pamphlets-là fut supprimé par Beaumarchais. Et il fit pire que ça. À l'époque de la réunion des notables, il avait demandé, arrangé, avec son ami le duc de Fitz-James, de faire aux notables une proposition pour que l'on déclarât les enfants de Marie-Antoinette illégitimes et issus de Fersen. Au dernier moment, le duc de Fitz-James recula devant cette ignominie, mais nous avons la preuve que la chose fut préparée. Donc vous le voyez, le personnage de Louis XVIII est, pour parler en français poli, ambigu. Ceci dit, il était intelligent, et ceci dit, les maçons mentent certainement en disant qu'il fut maçon parce qu'il avait le sens royal. Et que donc, quand il est rentré en France, il s'est dit: il faut aux Français la paix. Il faut aux Français pas de sang. J'ai jadis intrigué, fait des gaffes, tout ça est fini. Ce serait un roi impartial et adroit, et il l'a été.
si ça vous amuse un jour, si vous avez le temps, si vous le pouvez, lisez une ravissante petite pièce d'Hanouille qui s'appelle La Foire d'Empoigne et qui symbolise très bien le caractère de Louis XVIII. Seulement, Louis XVIII n'avait donc pas eu d'enfant, pour des raisons que vous avez devinées. Et il était comme certains vieux messieurs, il avait un cœur un peu dolent, il avait beau avoir une maîtresse, il faut bien en avoir quand on est roi. Ça ne faisait pas grand-chose. Et alors, il a rencontré, tout à fait au début de son règne, un petit gigolo, un peu dodu, mais joli et gentil, blondinet, qui avait été préfet de l'Empire et qui devint soudain son meilleur ami, en tout bien, tout honneur, naturellement. Mais c'est un ami passionné. Vous comprenez, Louis XVIII voulait le voir 3 fois par jour, lui écrivait « mon fils, mon cher fils », et échangeait avec lui des correspondances qui sont l'essence de la sentimentalité. Or, le duc de Cazes, ce petit gigolo qui avait été préfet de l'Empire, était un maçon important. Et il fut l'un des responsables de la renaissance maçonnique sous la monarchie en 1814-1815. Il alla même très loin, parce qu'il ne se contenta pas de reprendre Daunou, il lui donna une chaire au Collège de France où Daunou fit un enseignement extrêmement influent, nocif et dangereux. Ensuite, tout de même, à la mort de Louis XVIII, Daunou se retira un peu, mais alors de Cazes s'arrangea pour le faire nommer archiviste de la route du royaume. Donc, vous le voyez, alors que Lafayette, l'Institut de Tracy, tous ces gens-là s'étaient rapprochés de la monarchie, de Cazes profita des circonstances pour les faire agréer plus ou moins dans le régime et pour que tout ça se passât en douceur. Il y avait donc une apparence de conciliation entre la maçonnerie et la royauté, mais ce n'était qu'une apparence. Ce n'était qu'une apparence parce que la royauté, en réalité, essayait non seulement de donner la paix à la France, mais de donner la paix spirituelle. Et les loges ne suivaient pas l'élan du Grand Orient. Plus d'une moitié des loges étaient des loges militaires et bonapartistes. Et comme les officiers avaient été admis soldes, les loges bonapartistes étaient extrêmement violentes contre le roi. Il y avait également des loges de professeurs et de gens de ce genre qui, eux, étaient démocrates. Donc il y avait très peu de loges où le personnel fut sincèrement neutre ou favorable au régime. Cependant, on gardait plus ou moins le langage à l'égard de la royauté, mais on ne le gardait pas à l'égard de l'Église, qui était l'objet désormais de toutes les insultes, de toutes les dénonciations et de toutes les critiques et toutes les perfidies. L'action des loges était donc une action, point de vue politique, neutre au début, mais tout de même, au point de vue religieux, très violente. D'autant plus que Louis XVIII n'avait pas cru possible de supprimer les lois de Napoléon au sujet de l'instruction publique. C'est-à-dire que toutes les institutions, école normale, école polytechnique, etc., instituts créés par les idéologues continuaient à fonctionner plus ou moins avec le même personnel. Et ainsi, on peut dire que toute la jeunesse qui a été élevée en France entre 1802 et 1850 était une jeunesse formée à l'idéal encyclopédique, à chrétien ou antichrétien, et dans les écoles techniques comme polytechniques, nettement antichrétiens. Toutes les fois qu'il y avait besoin d'une manifestation, d'un coup de gueule, l'école polytechnique, l'école normale, toutes ces écoles allaient dans la rue et insultaient l'Église et même éventuellement le souverain. C'était donc là, vous le voyez, un matériel très facile à enflammer et qui s'est toujours enflammé. En même temps, naturellement, il faut bien le dire, ces gosses, toutes ces classes moyennes, et on voyait leurs pères et eux-mêmes extrêmement jaloux de ce retour de l'aristocratie. Louis XVIII n'avait donné aucun privilège à la noblesse, mais tout de même, ces gens avaient souffert pour lui, ces gens avaient souffert, ces gens étaient son milieu, il avait recréé une cour, et cela suffisait à créer dans cette bourgeoisie jalouse, étroite
et voltairienne, un sentiment très amer et très âcre, bien que ce soit surtout la religion qui les excita. Et puis, il faut l'avouer encore, comme dernier élément, la maçonnerie à ce moment-là était très violemment tirée par des troubles intérieurs dont je vais vous parler. Si vous voulez avoir une idée, si vous avez le temps, si un jour vous voulez, notez que le caractère de cette jeunesse a été très bien décrit par Stendhal dans le personnage de Julien Sorel du Rouge et du Noir. Ce mélange d'intelligence, de volonté, d'acceptation du régime et de haine de tous les principes du régime se retrouve dans ce livre, qui est un livre, un des meilleurs livres de Stendhal, avec la Chartreuse de Parme. Donc tout cela, voyez-vous, est très curieux. Je vous ai dit que la maçonnerie subissait une crise. Et cette crise était le résultat de la naissance religieuse en France et de la renaissance de la spiritualité en Europe. Le roi Louis XVIII n'était pas excessivement pieux, il était voltairien. Mais comme Voltaire, il pensait que si on a des valets de chambre, il faut qu'il y ait une religion pour que les valets de chambre vous servent bien. Par conséquent, il faisait ce qu'il pouvait. Et il le faisait loyalement, parce qu'il était assez intelligent pour savoir que c'est un domaine où il faut agir loyalement. D'abord, ne pouvant pas museler l'université, il avait nommé l'abbé de Frayssinous comme grand maître de l'université. L'abbé de Frayssinous était intelligent, nuancé, souple. Il fit quelque chose, il ne put pas faire beaucoup. Ensuite, toutes les règles qui bridaient les petits séminaires et les grands séminaires furent supprimées. L'Église put se recruter. Et on peut dire, l'abbé de Berthier, dans son beau livre sur la restauration que je vous invite à lire quand vous aurez le temps, l'abbé de Berthier a prouvé que l'Église, qui était en somme stagnante depuis le début de l'Empire, a doublé ses effectifs et que de tous côtés sont nés des ordres nouveaux. C'est l'époque où le père Chaliapine crée les marianistes. C'est l'époque où l'admirable abbé de Clos-Rivière crée un autre ordre. C'est l'époque où le père Coudrin crée les pères de Picpus. C'est l'époque où des ordres de femmes se créent très nombreux et très saints. Donc, il y a eu vraiment là un mouvement profond et également un mouvement superficiel. C'est-à-dire qu'il y a eu des vocations fameuses, brillantes, étincelantes. Pour ne vous parler que les deux plus fameuses, je vous signalerai celle de celui qu'on appelait le bel abbé duc, qui était l'abbé duc de Rohan. L'abbé duc de Rohan s'est fait prêtre à ce moment-là, et il était le plus bel abbé et le plus beau duc de France, et dans tous les salons, il convertissait les dames rien qu'en les regardant. En même temps, beaucoup moins beau, mais très électrisant, était un petit monsieur venu de Nantes, qui était monsieur de Lamennais. Monsieur de Lamennais, à ce moment-là, c'était prêtre, et il avait la pure doctrine de Joseph de Maistre, ou de Mestre, qui était, si vous voulez, avec Bonald, l'apôtre de la Renaissance catholique et royaliste en France. Donc il y avait un mouvement d'ensemble, qui était un mouvement très puissant, et auquel il était très difficile de résister, parce que ce mouvement philosophique de Mestre et de Bonald, ce mouvement d'élan spirituel de ces bons prêtres et de ces jeunes gens généreux, était orchestré par toute une littérature. Monsieur de Chateaubriand était sans doute un menteur, mais les gens qui mentent disent souvent la vérité, vous savez, vous verrez ça dans la vie. Et il disait avec beaucoup d'éloquence des choses fausses qui étaient vraies au point de vue de la religion. Et il était l'homme le plus à la mode, et il était un grand chrétien quand il avait le temps de ne pas s'occuper de ses maîtresses. En fait, tout de même, il faisait les deux choses. Il y avait également tout ce mouvement de la Renaissance romantique, avec des jeunes gens qui parlaient avec enthousiasme de la Vendée. Les premières odes de Victor Hugo, on les oublie, sont en l'honneur de la Vendée. Il a même eu le toupet de dire que sa mère était une Vendéenne. C'était un mensonge. Ensuite, M. de Lamartine était très beau et assez pieux, il avait été converti par sa maîtresse, Mme Charles. Tout cela, on le voyait, vous comprenez, on le répondait partout. On peut dire que de 1814 à 1821, le romantisme catholique a été extrêmement à la mode et qu'on a pu croire
que par ce canal, la Restauration allait conquérir l'opinion de la jeunesse et l'opinion des classes cultivées de France. Les maçons ont eu tellement peur que l'un d'entre eux, qui était un homme de beaucoup d'esprit du reste, M. Henri Bell, qui se faisait appeler Stendhal, avait publié un petit pamphlet pour lutter contre, qu'il appelait il luttait contre ce qu'il appelait le romanticisme. Donc, j'ai voulu vous faire ce tableau beaucoup trop bref, mais pour que vous imaginiez la chaleur de tout cela. Et si vous aviez pu, mais je n'ai pas pu moi non plus, parce que je suis né un siècle et demi trop tard, aller prendre le thé chez Madame la Comtesse de Montcalm, la sœur du duc de Richelieu, Premier ministre, vous auriez vu qu'il y avait là un ensemble de raffinement, d'élégance, de beauté, de générosité, qui était extrêmement frappant. Or, je vous ai déjà laissé entendre, ce mouvement spiritualiste était assez général. En Suisse, il y avait des sectes protestantes dévotes, chaleureuses. Benjamin Constant s'est même converti. Il y avait puis Alexandre de Russie se confessait à la baronne de Krudner, qui avait été très jolie, qui était très laide, mais qui voyait des anges, qui causait avec eux et qui disait aux anges ce que voulait faire Alexandre et Alexandre ce que les anges voulaient qu'il fasse. Par conséquent, pendant quelque temps, eh bien, on peut dire, il y a eu une espèce de curieuse atmosphère, et pour que les anges puissent communiquer avec Alexandre, on avait fait un trou entre deux maisons pour que Madame de Krudner puisse toujours aller voir Alexandre, et Alexandre, c'était en tout bien tout honneur, elle était vieille et laide. Donc, c'était angélique. La maçonnerie n'a pas pu résister à cela. Et le mouvement s'est fait sentir à l'intérieur de la maçonnerie. Ce mouvement s'est fait sentir de différentes façons, puisque même un esprit aussi scientifique, aussi tourné vers le matérialisme qu'était Cabanis, sur la fin de sa vie, a complètement changé sa doctrine. À la fin de sa vie, Cabanis a fait un nouvel essai qui a été publié en 1824 et dans lequel il expliquait que la nature était une entité éternelle et intelligente et que c'était la nature qui créait l'ego de l'homme. Donc ce n'était plus, vous le voyez, simplement les sens venus du dehors. Et que cette création à l'intérieur de l'homme engendrait un ego qui était intelligent et immortel. Il prétendait que ces deux doctrines se rejoignaient, mais elles ne se rejoignaient pas du tout, car la seconde doctrine était une doctrine, je ne dirais pas spiritualiste, mais enfin une doctrine qui évoquait une sorte de présence d'une âme du monde, laquelle se manifestait chez les individus. Bien plus frappant que cela avait été la création incroyable de sectes maçonniques qui faisaient renaître les hauts grades. Les hauts grades étaient, si vous le voulez, à la fois une spéculation intellectuelle et une spéculation financière. Financière parce que un bon épicier, ou même un vicomte pas authentique, adorait être du 27e degré de la maçonnerie au lieu du 26e. Et quand il pouvait être du 33e, alors il était enivré, parce qu'il s'appelait souverain grand maître de Trulala. Ainsi, 4 juifs américains créèrent-ils vers 1801 aux États-Unis une très ancienne société. Le pays la déclarèrent très ancienne. Il faut dans ces cas-là, quand on crée quelque chose, il faut faire de l'ancien. Ces hommes s'appelaient John Mitchell, Frédéric Delco, Émile de la Motta, Abraham Alexandre et Isaac Hall. Ces 4 messieurs donc créèrent le rite ancien, autorisé, respecté de la vénérable maçonnerie écossaise. Et ils prétendirent que le bon roi, si j'ose dire, le bon roi Frédéric II leur avait donné toutes ses bénédictions, toute leur autorisation, et que c'était à lui
qu'on devait la création de ces 33 degrés, dont chacun avait un nom très beau et très compliqué. Ces 33 degrés permettaient des initiations successives qui coûtaient fort cher aux adhérents, mais qui en même temps leur donnaient des rubans, qui en même temps leur donnaient des titres, et qui en même temps avec une sorte de coloris mystique, un mysticisme bidon, vous comprenez, enfin un mysticisme plus ou moins israélite, qui faisait de tout cela quelque chose de très excitant. Cet ordre fleurissait plus ou moins en Amérique, aux États-Unis, quand un jeune et brillant escroc français, qui était le fils de l'amiral de Grasse, le comte Alexandre de Tilly, de Grasse-Tilly, s'en empara, l'amena à Paris et proposa de le vendre au Grand Orient pour une bonne somme. Ce fut donc une discussion très mercantile, et comme le Grand Orient vit qu'il y avait là un bénéfice à faire, il acheta. Il acheta cette section qui devint une section du Grand Orient, mais le Grand Orient était un peu agacé de voir tous ces hommes se donner des rubans et une sorte de supériorité qui gênait et offensait les membres de la maçonnerie ordinaire. Tout cela, vous le voyez, crée un certain nombre de frictions. Et pour obvier à ces frictions, en 1826, le Grand Orient recréa un nouveau statut de la maçonnerie, que j'ai ici sous les yeux, mais c'est long, c'est ennuyeux, c'est dimanche, je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Je veux simplement vous dire, de façon à fixer les hiérarchies et à obliger tout ce monde à obéir. Et puis on répartissait le gouvernement en 4 ou 5 chambres. Et puis enfin, on définissait les buts. Article 1er. L'ordre des francs-maçons a pour objet l'exercice de la bienfaisance, l'étude de la morale universelle, des sciences et des arts, et la pratique de toutes les vertus. Article 2. Il est composé d'hommes libres qui, soumis aux lois, se réunissent en société constituée d'après les statuts généraux. Seulement, ils oubliaient de dire qu'ils n'abrogeaient pas la Constitution de 1717, laquelle était beaucoup plus riche en enseignements négatifs. Le Grand Orient vivait donc assez heureux, mais Louis XVIII, comme tous les bons souverains, se méfiait un petit peu. Il a déclaré qu'il ne voulait plus de l'état-major créé par Bonaparte. On a renvoyé tous ces gens-là chez eux, et le Grand Orient, toujours servile, lui a demandé un prince du sang comme grand maître. Il a refusé. Mais alors il a donné 3 frères conservateurs et administrateurs. Les frères maréchal MacDonald, le général Bournonville et Timbrune, comte de Valence. C'étaient tous les 3 des anciens soldats de Napoléon. Bournonville avait trahi tout le monde, mais enfin avec beaucoup de loyauté. 3 soldats de Napoléon qui s'étaient ralliés à la monarchie et qui étaient très heureux de représenter le roi dans les loges et d'y parader et d'y gagner quelques prestiges. Ceci dit, Louis XVIII et M. Decazes avaient ordonné au préfet de laisser les loges tranquilles, sauf celles qui commençaient à conspirer. Par exemple, le préfet de la Haute-Garonne a mis les scellés sur les loges de son département, qui étaient presque entièrement composés de gens excités et de sous-sectes dont nous parlerons tout à l'heure. Une circulaire de Decazes disait ceci: il ne faut pas s'opposer à la création d'une loge. Ce serait de l'arbitraire. Le Grand Orient n'est pas notre ennemi, mais il convient de surveiller avec prudence les activités des loges locales pour qu'elles restent dans cet esprit. Vous comprenez, ce sont de belles formules administratives et policières qui permettent de petites choses. Mais enfin, avec la protection de Decazes, au fond, le Grand Orient s'en fichait et tout allait assez bien, sauf que les hauts grades s'agitaient, que la jeunesse s'agitait et que il y avait toute une série de sous-maçonneries qui se créaient. La plus fameuse, la plus active, s'appelait la charbonnerie. Nous ne sommes plus en face de cette charbonnerie, messieurs, qui vivotait en France sous l'Empire, cachée dans les forêts,
pour essayer de résister à l'empereur des Français. Non. Cette charbonnerie nouvelle était une charbonnerie qui venait en droiture d'Italie, où quelques jeunes Français, en particulier M. Dugier, avaient été le chercher. Cette charbonnerie, elle, telle que l'a décrit un espion du roi de France, qui avait été en Suisse, où il avait vu fonctionner les loges maçonniques, cette charbonnerie était quelque chose de très actif et de très violent, car elle était composée de gens simplistes, d'un milieu social beaucoup plus modeste, mais en même temps assez agité. Voici donc ce que disait cet espion dont je ne sais pas le nom. J'ai trouvé cette correspondance bizarre à Varsovie. Donc, il avait exploré tous les cantons suisses pour le roi de France. Et il avait vu spécialement ces gens. Et il avait trouvé qu'il y avait deux obédiences qui étaient très dangereuses. L'une, c'était les Carbonari, car les Carbonari n'avaient qu'une idée, qui était de détruire l'ordre établi et de le détruire par la violence. Ensuite, il y avait un autre ordre, dont je vais vous parler maintenant, et qui lui aussi était quelque chose d'extrêmement violent. Cet autre ordre était également une création israélite. Cet autre ordre s'appelait le rite de Misraïm. Le rite de Misraïm fut créé en France par 4 Israélites du Midi qui s'appelaient Bédarides. Et eux trouvèrent que c'était bien de faire de l'argent en créant des 33 degrés, mais qu'on pouvait tout de suite, pourquoi pas, en créer 90. Alors ils créèrent 90 degrés et ils en firent de l'argent. Du reste, ils n'ont pas hésité à se créer une descendance vraiment illustre. Marc, Michel et Joseph Bédaride déclaraient que Dieu le Père avait été le premier grand conservateur de leur rite, que le grand hiérophante, qui était le grand prêtre, s'adressait à son Dieu, qui était le Dieu d'Israël, en lui disant, après avoir tout créé et assigné à chaque chose sa place, tu daignas établir notre institution et lui donner le nom de Misraïm. Notre pauvre cher ancêtre Adam, qui avait fait une grosse bêtise, mais ça ne fait rien, il avait tout de même fondé la première loge et il avait fait entrer ses 3 bébés. Mais naturellement, l'un d'entre eux, ensuite le Cain, ne s'est pas très bien conduit, et c'était un regret pour les gens de Misraïm, mais enfin, il s'est repenti et il fut élu pour le conseil des grands conservateurs de l'ordre en l'an 250 avant Jésus-Christ. Ce rituel, vous le voyez, était d'une richesse et d'une précision excellente. Les loges de Misraïm recueillaient une population de petite bourgeoisie plus violente, plus dure et plus violemment anticléricale que les gens du Grand Orient. Et ils aimaient aussi l'argent et ils ont essayé de se vendre, comme c'était vendu le rite écossais, seulement le Grand Orient a trouvé que c'était compromettant, que ça coûtait trop cher, et il n'a pas marché. Donc, le rite de Misraïm a été beaucoup moins bien vu, et a été très surveillé par le pouvoir, qui, malheureusement pour lui, ne l'a pas encore assez surveillé. Le pouvoir surveillait les Carbonari. Les Carbonari étaient organisés d'une façon très adroite. Ils avaient été importés en France, et les groupes s'appelaient des ventes. Il n'y avait jamais plus de 20 personnes par vente. Dans chaque vente, il y avait un membre qui correspondait avec les ventes inférieures, celles qu'on avait créées. Et un seul, pas le même, qui correspondait avec les supérieures. Ainsi, il était presque impossible pour la police de retrouver toute la hiérarchie. De plus, les Carbonari n'hésitaient pas à punir de mort les faux frères. Et ainsi, c'était un ordre qui avait un côté sanglant. Les Carbonari prirent une extension fantastique en France entre 1817
et 1821. Il semble qu'il y ait eu à un certain moment jusqu'à près de 300 000 carbonari répartis sur tout le territoire. Et comme le dit le rapport au roi de France, en Suisse comme en France, leur désir était de détruire l'ordre établi par le massacre. Pour commencer, ils voulurent se faire la main, et en 1919, ils essayèrent de s'emparer de Belfort. Et alors là, c'est assez intéressant, parce que on voit que le Grand Orient et les chefs du Grand Orient avaient laissé l'élite de leurs membres entrer dans la charbonnerie. Enfin, je vous citerai quelques noms, c'est pas la peine, tous, mais quelques noms que vous pouvez connaître. Il y avait d'abord M. de Voyer d'Argenson, il y avait ensuite M. de Lafayette, il y avait ensuite M. de Corcelles, il y avait un certain Schulcher, c'était des noms assez connus, et un certain Quéclin. Ces gens-là, donc, étaient les grands pontifs de la grande maçonnerie et aussi les grandes autorités, un petit peu des mannequins, vous comprenez, des carbonari. Mais enfin, en 1814, en 1819, on n'a pas hésité à les faire marcher. Et alors, on leur a donné rendez-vous pour aller à Belfort, où M. de Lafayette serait devenu ministre de ceci, M. d'Argenson de cela, M. de Corcelles de ceci, M. de Schulcher de cela. Toute la liste était très belle. Seulement, Lafayette, qui n'était pas très riche à ce moment-là, avait des chevaux un peu lents. Et quand il est arrivé auprès de Belfort, la conspiration avait été découverte, tout le monde était arrêté et tout le monde était en prison. Alors, il a tourné court, il est rentré à Paris, ou pas plutôt pas tout à fait à Paris, et le roi, qui trouvait ça ridicule, il n'en a pas plu. Seulement 2 ans après, un certain général Berton a voulu refaire cette chose dans l'ouest de la France. Et cette fois, la police, qui est quelquefois à droite, avait tellement bien noyauté les loges que Berton s'est aperçu au dernier moment qu'il lui manquait un uniforme. Et en allant chercher son uniforme, s'est fait arrêter. S'est fait emprisonner, juger et fusiller, ainsi qu'un autre colonel. L'exécution, après ce complot, et après le complot des 4 sergents de La Rochelle, a été sanglante. Et les charbonniers, soudain, ont fait un flouk. Donc, la restauration, après 1822, a eu un peu de calme. D'autant plus que l'assassinat du duc de Berry par un homme qu'on a fait passer pour fou, mais qui était sans doute du rite de Misraïm, le bourrelier Louvel, a jeté dans une indignation générale en France. Et dans ces conditions, la maçonnerie s'est une fois de plus terrée. On a célébré les obsèques du duc de Berry. On a pleuré le duc de Berry, on a blâmé ses assassins, etc., etc. Et ça a donné, pendant quelque temps, une majorité monarchiste à la Chambre, qui a permis à M. de Villèle de gouverner quelque temps. Seulement, il se produisait un phénomène très dangereux, un double phénomène très dangereux pour la monarchie. Ceci est en marge de la maçonnerie tout en faisant partie. Tâchez de comprendre exactement ce que je vais dire. C'est assez subtil. La maçonnerie était composée de bourgeois des villes, de gens auxquels la Restauration avait permis de s'enrichir, mais qui voulaient s'enrichir davantage. Or, le gouvernement de Louis XVIII, comme celui de Charles X, comme celui de Louis XVI, s'appuyait essentiellement sur les campagnes où l'Église faisait beaucoup de progrès. L'Église avait à ce moment-là organisé des missions, l'Église avait réveillé vraiment le catholicisme dans toutes sortes de régions où il était mort, et en même temps les jésuites avaient fondé des collèges à droite et à gauche. Tout cela donnait donc à la fois une renaissance religieuse et une renaissance de la vie rurale. C'est contre cette double renaissance que la maçonnerie s'est soulevée, parce qu'elle savait bien qu'elle n'avait pas de prise sur les foules rurales, et elle savait bien, nous aussi, que si elle voulait trouver de l'argent, il fallait recommencer le coup de 1789 et enrôler les financiers contre la monarchie en leur disant qu'après cela, l'exploitation de la France, les facilités données à l'industrie, l'abandon graduel de la protection des campagnes,
qui est le grand fait en France du 19e siècle, tout cela serait beaucoup plus facile. Voilà donc le premier fait, vous voyez, subtil, qui est à la fois social et maçonnique. Car la clientèle maçonnique, donc, était irritée contre la façon de gouverner de M. de Villèle pour son côté catholique et son côté rural. Deuxième difficulté. Il y avait à cette époque-là toute une série d'écrivains. Et les écrivains, il faut que ça écrive, surtout quand ils sont romantiques, et qu'il faut qu'ils suscitent de grandes émotions et qu'ils mettent des manchettes. Or, toute cette jeunesse qui était élevée par des professeurs anciennement républicains, anciennement bonapartistes, on lui bourrait le crâne sur la gloire de Napoléon, la gloire des armées républicaines, la gloire des conquêtes françaises, et les jeunes poètes, surtout les plus bêtes, comme M. Victor Hugo, qui avait un grand génie et une grande stupidité, cherchaient, comme font tous les écrivains, un public. Et ils trouvaient un public dans ce public bourgeois, gavé d'illusions bonapartistes, parce qu'eux, ils s'étaient jamais fait tuer, les garçons de 20 ans. Et gavé également de cette espèce de gloriole. Nous avons foutu des coups de pied à toute l'Europe. C'est vrai, mais l'Europe en avait foutu aussi. Donc, c'était une situation que l'on oubliait, mais on faisait des odes à la colonne, on faisait des odes à la gloire de Napoléon, on faisait des odes à 1812, etc. Et ainsi, le romantisme qui avait d'abord été monarchiste, un peu catholique, vendéen, devenait bonapartiste, devenait militariste à la Bonaparte et devenait libertaire. Ces dernières années de la Restauration voient apparaître les pièces de Victor Hugo qui sont les plus violemment antichrétiennes et anti-monarchistes. Marion Delorme, Le Roi s'amuse, Angelo Tyron de Padoue, etc. C'est également le moment où la jeunesse libérale met des gilets rouges et acclame tous les grands chefs libéraux de la Chambre. Donc, le romantique qui avait semblé servir pendant un instant la cause monarchiste et catholique s'en détournait pour enfourcher le dada de la liberté et le dada de la gloire bonapartiste. Tout cela n'aurait pas empêché le roi Charles X de s'en tirer. Si loge de Misraïm avait travaillé d'une façon très efficace dans les petits employés de l'État, dans les typographies, dans l'imprimerie des journaux, dans tout ça. Et ainsi, dans la région parisienne, on peut dire que tout le personnel, les journalistes, en grande majorité du moins, et les imprimeurs étaient excités. Cette excitation aurait pu durer sans danger. Mais en 1830, Charles X fit l'une des choses les plus utiles qu'il fit, c'est-à-dire qu'il fit la conquête de l'Algérie. Cette conquête de l'Algérie fut admirablement bien faite, avec un minimum de pertes, et supprima cet odieux pillage qui venait d'Alger et des côtes algériennes, et qui réduisait en esclavage des jeunes Français, des jeunes Françaises, des Espagnols, des Italiens, qui maintenaient au XIXe siècle une situation inqualifiable. Donc, il a eu tout à fait raison. Seulement, le résultat fut que la France possédait, à partir de ce moment-là, le plus beau port, le grand port, la plus belle baie sur la Méditerranée occidentale, et que cela ne plaisait pas du tout à messieurs les Anglais. Les Anglais n'aimaient pas qu'on leur chipe une île, et ils détestaient qu'on prenne un port avant tout. Donc, la maçonnerie anglaise se mit à travailler en cheville avec les loges de Misraïm. Et l'Angleterre, qui jusqu'alors avait été assez bien disposée pour Charles X, recommença le travail qu'elle avait fait contre Louis XVI et épaula avec de l'argent et de l'excitation les loges françaises. Cette situation, il ne faut pas l'avancer, cette situation fut encore aggravée par le fait que le roi et son entourage ne comprirent pas qu'ils auraient eu avantage à étendre le droit de suffrage, car le droit de suffrage était restreint à une classe riche, maçonnisée,
Alors que s'ils avaient étendu le droit de suffrage plus bas, il aurait été très facile, en s'appuyant sur les masses paysannes, qui faisaient l'immense majorité, 85% à cette époque-là, d'avoir tous les députés qu'on voulait. Mais avec encore un certain respect de l'intelligence à cette époque, et le roi voulut restreindre encore le suffrage, tout cela réuni, à un moment où il n'avait pas assez d'armée sous la main, permis à la maçonnerie d'organiser dans Paris, quand le roi voulut faire clore les journaux qui l'insultaient, d'organiser une petite révolution, pas terriblement grave, mais une révolution qui fut bien orchestrée et bien exploitée avec l'argent du duc d'Orléans et avec l'argent également d'un certain banquier qui s'appelait Laffitte. Laffitte était un banquier qui avait fait une grosse fortune, et Laffitte consacra toute cette fortune à arroser les loges de Misraïm, les grandes écoles et tout le personnel disponible, de façon à les lancer dans la rue. Cette révolution fut l'une des moins sanglantes. Avez-vous quelque chose à me demander? Vous avez compris? C'est assez subtil. Mais enfin, alors je vous dis merci. Je vous remercie de votre patience. Monseigneur a eu la bonté, pour moi, j'espère pour vous aussi, de me permettre l'année prochaine de commencer pour vous un cours sur l'histoire de la religion, qui irait depuis la fondation de l'Église jusqu'au XVIIIe siècle. Donc l'année prochaine, c'est cela pour vous autres, grands garçons, messieurs illustres et formés, que je vous proposerai.